Je vous présente l'approche systémique qui consiste à postuler que les comportements et les problématiques des individus ne sont pas le fruit de leurs prétendues caractéristiques internes négatives, leur manque de motivation, leur personnalité, mais une tentative logique, voire désespérée, de trouver coûte que coûte une solution à l'impasse des modes de fonctionnement de leur environnement, dans lequel ils se retrouvent piégés ou ont le sentiment de se retrouver piégés. Je vais vous présenter une structure et les contenus des phases de la méthodologie stratégique brève systémique du courant Palo Alto. Présentation découpée en 3 phases. Première phase, la réalisation du diagnostic, à savoir l'identification du contexte et des boucles de perception-réaction. Deuxième phase, l'intervention à proprement parler, c'est-à-dire le recadrage et la prescription. Troisième phase, le débriefing. Cette méthodologie est en nature à permettre de gérer des difficultés managériales, des difficultés d'une équipe dans le cadre d'une activité de management ou de coaching. Le cas que je vais utiliser pour cette présentation est le cas de l'entreprise AlphaGear de vente de matériel informatique et plus particulièrement une problématique de son équipe de vendeurs en magasin. Première étape de la méthodologie systémique, l'identification du contexte, ce qu'on appelle la situation de niveau 1 en systémie. Ici, il s'agit de comprendre quel est le contexte matériel face auquel se manifestent les réactions problématiques de l'équipe. Ce contexte peut être constitué d'une situation ou de caractéristiques du moment de l'entreprise, d'événements, de règles ou de process professionnels, d'éléments de la culture de l'entreprise, de décisions managériales, d'actions liées à une personne, un collègue, un collaborateur, un manager, un client, de demandes perçues comme contradictoires, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale en systémie, ou enfin du non-partage des mêmes significations, des mêmes sens aux mots et aux expressions entre les membres de l'équipe, ce que Václavic en systémie appelle la mécommunication. Durant cette étape A, on ne cherche pas les réactions problématiques de l'équipe, mais uniquement le contexte face auquel ces réactions apparaissent. Donc on cherche que des faits bruts matériels, sans aucun jugement de valeur ou interprétation psychologique ou conclusion individuelle sur les personnes. Exemple, les clients sont très exigeants et parfois agressifs. Il y a énormément de clients chaque jour en magasin. Étape suivante du processus systémique, l'étape B, les réactions comportementales, ce que l'on appelle la situation de niveau 2. Là, il s'agit d'identifier ce que sont les réactions comportementales problématiques de l'équipe face au contexte. Ces réactions comportementales pouvant se traduire par des actions, des attitudes ou des paroles. Ici, on ne cherche que des réactions comportementales, pas des émotions, pas des sentiments, pas des pensées. Exemple, les vendeurs de l'équipe ont parfois un comportement désagréable et non professionnel avec les clients. Étape C de notre process, l'identification des perceptions. On est dans le registre cognitif. Ici, il s'agit d'identifier ce que se disent mentalement à eux-mêmes les membres de l'équipe, les individus, face au contexte. Ces perceptions peuvent se traduire par des normes, par exemple des normes éthiques ou socialement désirables, des normes professionnelles ou personnelles que les individus pensent devoir respecter. Exemple, des normes de productivité. Je dois traiter le plus grand nombre de clients possible pour atteindre mes objectifs de vente, ou des normes de protection personnelle.
Je dois me protéger des clients agressifs pour éviter des confrontations stressantes. Ces perceptions peuvent se traduire aussi par des valeurs personnelles ou professionnelles, par exemple des valeurs professionnelles d'efficacité telles que la fiabilité, la précision, la qualité, la rapidité, l'orientation solution. Exemple de valeurs professionnelles liées à la priorité, à la rapidité. Je dois traiter le plus de clients possible en un minimum de temps pour être efficace. Ou des valeurs liées à l'orientation solution immédiate. Je dois trouver absolument une solution rapide pour chaque client, même si cela signifie être direct et expéditif. Les perceptions peuvent être également liées à des attentes vis-à-vis des autres, de soi-même, de la qualité de son travail ou de son environnement matériel. Exemple d'attente, des attentes d'insatisfaction des autres. Je ne pourrai jamais satisfaire les besoins de ces clients exigeants, peu importe ce que je fais. Des attentes d'inutilité de ces efforts. Même si je fais de mon mieux, les clients seront toujours mécontents et agressifs. Les perceptions peuvent se traduire également par des points de vue sur soi, sur les autres, sur son contexte de travail ou ses modalités de travail. Exemple de point de vue d'optimisation. Je dois gérer un maximum de clients en un minimum de temps pour atteindre mes objectifs de vente. Autre exemple, dans le champ de la créativité. Je n'ai pas le temps de trouver des solutions innovantes pour chaque client. Je dois me concentrer sur les ventes rapides. Les perceptions peuvent se traduire également par des attributions causales qui consistent à dire que telle chose A est à l'origine de telle chose B. Mon contexte est ainsi, donc il ne peut se passer que telle chose. Exemple d'attribution liée au manque de temps pour chaque client. Je n'ai pas le temps pour répondre à chaque client de manière détaillée, donc je dois me dépêcher pour passer au suivant. Exemple d'attribution relative aux clients trop exigeants et difficiles à satisfaire. Peu importe ce que je fais, ces clients ne seront jamais satisfaits, donc pourquoi faire un effort supplémentaire? Autre type de perception, les croyances d'exigence, au sens des lices, qui renvoient à ce qu'on appelle la volonté de contrôle, au sens de la psychologie stoïcienne. Ces croyances d'exigence se traduisent par des il faut absolument que moi, les autres ou les événements soient ou ne soient pas ainsi. Exemple, je dois être respecté à tout prix par les clients et s'ils ne me respectent pas, je ne devrais pas les aider. Autre exemple, les clients doivent toujours être satisfaits immédiatement et si je ne peux pas répondre à leurs demandes tout de suite, cela signifie que je suis incompétent. Les perceptions peuvent se traduire également par des besoins personnels, par exemple, de loyauté, de bienveillance, de bien-être, de sens. Exemple de besoins liés à la loyauté envers l'équipe. Si je passe trop de temps à répondre à chaque client exigeant, je ne pourrai pas aider mes collègues qui comptent sur moi pour gérer d'autres tâches importantes. Exemple de besoins liés au bien-être. Je dois me protéger de l'agressivité des clients pour ne pas me sentir épuisé et stressé à la fin de la journée. Les perceptions peuvent se matérialiser également par des diabolisations des autres. Exemple, les clients ne sont jamais contents, peu importe ce que je fais, ils trouveront toujours quelque chose à critiquer. Ou les clients sont trop exigeants et ne comprennent pas les contraintes de notre travail. Ils demandent l'impossible. Les perceptions peuvent être réalisées également à travers des jugements de valeur négatifs, par exemple des jugements sur l'entreprise ou sur telle personne. Exemple, de jugements de valeur liés au manque de soutien de la direction,
La direction ne nous soutient jamais quand les clients sont agressifs. Alors pourquoi devrais-je faire un effort supplémentaire? Autre exemple de jugement lié à la sous-estimation, à la sous-évaluation de son travail. Peu importe à quel point je travaille dur, personne ne reconnaît mes efforts ici. Les perceptions peuvent enfin se traduire par des biais cognitifs, des matrices cognitives. Exemple, le biais de récence qui consiste à ne mentionner, à ne faire attention qu'aux seules dernières informations reçues, ou le biais de rétrospection qui consiste à dire après coup qu'il était évident qu'une chose du passé allait se produire, le biais d'engagement qui consiste à, après avoir accepté une première demande, ne pas oser refuser de faire plus, le biais de disponibilité qui consiste à mobiliser des stéréotypes de pensée sur les autres facilement accessibles, ou enfin le biais d'ancrage qui consiste à se focaliser sur un seul point de comparaison pour faire face à une situation, pour analyser une situation. Exemple de biais de disponibilité, les clients sont toujours agressifs et mécontents. Il n'y a jamais de client satisfait. Exemple de biais d'ancrage, le premier client de la journée était extrêmement difficile, donc tous les clients suivants seront probablement aussi difficiles. Étape D de notre process systémique, les réactions émotionnelles. Il s'agit ici d'identifier ce que ressentent négativement les individus face au contexte et suite à leur perception. Leurs émotions, peur, déception, culpabilité, frustration, honte, jalousie, tristesse, colère, dégoût. Leurs sentiments, leurs réactions physiologiques et corporelles, et plus largement l'impact négatif sur la qualité de leur vie professionnelle. Exemple, toujours dans le cas que l'on utilise ici, les vendeurs se sentent démunis face aux exigences démesurées des clients, ce qui les éreinte psychologiquement. Ils nourrissent une antipathie envers les clients, ce qui engendre un environnement de travail stressant et désagréable. Nous venons de terminer la phase 1, la phase de diagnostic. On passe maintenant à la phase 2, la phase d'intervention. Étape E, le recadrage. Premier point, on signifie à l'équipe: j'ai pris le temps de vous écouter et de vous observer. Point 2, on reformule le contexte. Exemple, dans le cas qui nous intéresse, l'équipe de vendeurs que vous êtes doit gérer un grand nombre de clients qui sont souvent très exigeants et parfois agressifs. Point 3. Face à ce contexte, vos réactions sont celles-ci. On reformule ici les principales réactions comportementales récurrentes qu'on a identifiées précédemment. Exemple, des actions parfois inappropriées, telles la non prise en compte des demandes des clients, des attitudes pas toujours assez professionnelles comme le manque de courtoisie et des paroles parfois négatives telles que des réponses brusques ou impolies. Point 4. Dans ce contexte, voici ce que vous vous dites à vous-même et qui est à l'origine de vos réactions. On reformule ici les principales perceptions récurrentes identifiées précédemment. Point 5. Dans ce contexte, et suite à ce que vous vous dites à vous-même, voici ce que vous ressentez alors. On reformule ici les principales réactions émotionnelles récurrentes identifiées dans ce qui précède. Exemple, de la frustration. Vous vous sentez impuissant face aux attentes irréalistes des clients, ce qui vous épuise mentalement. Et du ressentiment,
vous développez une aversion envers les clients, ce qui crée une atmosphère de travail tendue et désagréable. Point 6. J'ai compris que tout le monde est de bonne foi et tente de faire au mieux face à la difficulté. Point 7. Mais cela ne peut plus durer. Ça ne fonctionne pas et ce n'est plus tenable. Point 8. Le recadrage à proprement parler. Recadrage qui commence par la phrase type suivante. Face à la difficulté que nous abordons ici, une chose importante est à prendre en compte. Et ensuite, on déroule le recadrage choisi qui consiste à faire découvrir que le négatif du contexte ou de la perception, négatif qui a été mentionné précédemment, contient un élément qui va être fonction du recadrage choisi. Première possibilité de recadrage, le recadrage par le positif. L'élément négatif, qu'on reformule, contient en fait un élément positif qui va pouvoir être plus exploité à partir de maintenant. Exemple, le nombre trop important de clients est en fait le révélateur du succès de notre entreprise et de la qualité du service que nous apportons à nos clients. Cette qualité de service, elle est notre marque de fabrique et à nous de demeurer professionnels au service des experts reconnus de la vente informatique que nous sommes. Deuxième recadrage possible, le recadrage par la peur ou la difficulté. Le négatif est en fait dû à une peur ou une difficulté des autres qui va pouvoir être plus prise en compte à partir de maintenant. Exemple, la perception que les clients sont toujours insatisfaits est en fait le reflet de notre peur collective de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Cette peur, elle nous pousse parfois à ignorer leurs demandes et à répondre de manière impolie. Mais cette peur, elle est aussi une opportunité de mieux comprendre et anticiper les besoins des clients. En reconnaissant cette peur et ce souci de bien faire qui est le nôtre et qui en est à l'origine, nous pouvons développer une attitude plus ouverte, ce qui nous permettra de mieux répondre à leurs attentes et de renforcer notre satisfaction professionnelle propre. Troisième type de recadrage, le recadrage par les valeurs. Il s'agit ici de faire découvrir que le négatif est en fait le signe de valeurs personnelles ou professionnelles ou de besoins heurtés qui vont pouvoir être plus mis en pratique à partir de maintenant. Exemple, notre réaction à l'agressivité des clients est en réalité le fruit de notre souhait de fournir un service impeccable et de les satisfaire pleinement. Cette réaction, elle est le signe que nous valorisons profondément le contentement de nos clients. Notre engagement envers cette orientation, elle est une force pour nous. Mais plutôt que de voir les interactions difficiles comme des obstacles, on peut les considérer comme des opportunités de démontrer notre volonté d'aide et notre capacité à répondre à leurs besoins avec patience et respect. Quatrième cas possible de recadrage, le recadrage par le contrôle. Il s'agit ici de faire comprendre que le négatif est en fait dû à une volonté de contrôle des choses extérieures que nous ne pouvons pas contrôler. Et cela est l'occasion, à partir de maintenant, de se mettre en paix avec ce que nous ne pouvons pas contrôler pour réallouer notre énergie sur ce qui dépend de nous, jouer notre rôle et agir ici et maintenant au service de nos objectifs professionnels et de nos aspirations personnelles.
Exemple, les clients ne sont pas agressifs par nature. En réalité, leur comportement est souvent une réaction à des frustrations qu'ils rencontrent. Nous ne pouvons pas contrôler leur attitude, mais, en revanche, nous pouvons choisir d'utiliser chaque interaction comme une occasion de montrer notre empathie. En acceptant que nous ne pouvons pas changer les réactions des clients, nous pouvons libérer notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, notre propre attitude et notre propre capacité à répondre à leurs difficultés avec une volonté d'efficacité, tout en contribuant positivement à notre réputation collective. Autre exemple de recadrage, le recadrage par les jugements. Il s'agit ici de donner à comprendre que le négatif est en fait dû à des jugements de valeur négatifs sur les choses et que cela est l'occasion d'apprendre à partir de maintenant à ne plus indexer notre bien-être sur les choses extérieures pour se recentrer sur soi. Exemple, le jugement que les clients sont démesurément exigeants impacte négativement notre bien-être professionnel au quotidien. En effet, ce jugement, il nous donne à penser que nous ne pouvons que mal le vivre. Mais en cessant de lier notre sérénité professionnelle à ce que sont ou à ce que ne sont pas nos clients, nous pouvons nous concentrer sur nos actions professionnelles ici et maintenant. Les clients, qu'ils soient exigeants ou non, sont simplement des personnes avec des besoins spécifiques auxquels nous allons tenter de répondre au mieux. En adoptant cette perspective, nous allons apprendre à ne plus indexer notre bien-être sur leur comportement, ce qui nous permettra de maintenir une attitude calme et adaptée en toutes circonstances. Avant-dernier exemple de recadrage, le recadrage par la flexibilité et l'orientation solution. Il s'agit ici de comprendre que le négatif est l'occasion, à partir de maintenant, de développer une flexibilité, une imaginativité et une orientation solution face aux difficultés. Exemple, oui, nos clients sont trop nombreux. Oui, ils sont parfois agressifs. Mais à nous d'être plus forts que ça. À nous de ne pas tomber dans le piège de la panique et de développer notre flexibilité et notre orientation solution. Chaque interaction professionnelle est une chance d'affiner nos compétences en communication et en résolution de problèmes. Nous pouvons voir ces situations comme des occasions d'apprentissage pour nous et de croissance professionnelle dans la gestion de la relation avec nos clients. Dernier cas de recadrage, il s'agit ici de donner à voir le négatif comme une chose pour laquelle on a déjà une solution issue de notre expérience. Solution qu'on va pouvoir mobiliser dès lors à nouveau ici. Exemple. Certains clients veulent tout et tout de suite, mais nous avons une vraie expérience professionnelle de cela. Nous savons ce qui fonctionne ou pas comme réaction de notre part dans ce genre de situation. À nous d'exploiter cette compétence qu'est la nôtre, au service du respect du vendeur expérimenté et toujours professionnel que nous sommes. Tous ces recadrages sont une version flexibilisée, diamétralement opposée, ajustée, détournée et réorientée de la perception initiale que l'on a mentionnée précédemment. On est toujours dans la phase 2 d'intervention. On passe au point F, la prescription. Et là, on signifie à l'équipe, que fait-on maintenant? Comprendre ce que l'on vient de voir, fait référence ici au recadrage, va nous permettre, à partir de maintenant, de mettre en place des nouvelles réactions plus adaptées et plus satisfaisantes. Quelles actions
diamétralement opposées à celles que vous faites jusqu'à présent, vous allez donc pouvoir mettre en place à partir de maintenant. Suite à cette consigne, on fait fabriquer ces nouvelles pratiques, ces nouvelles actions, éventuellement en sous-groupe, et ensuite on fait mutualiser. Les actions fabriquées ici doivent être plus fonctionnelles, plus satisfaisantes, diamétralement opposées aux réactions comportementales initiales. Elles doivent être l'application pratique et la conséquence logique du recadrage. Et elles doivent être précises, concrètes, détaillées, différentes les unes des autres, adaptées à l'environnement et à la fonction professionnelle des membres de l'équipe. Exemple de reformulation et de mutualisation à la fin de cette séquence F. Voici ce que vous avez proposé. 3 actions. Premièrement, accueillir chaque client avec un sourire et une salutation chaleureuse en utilisant des phrases comme « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» pour établir un premier contact positif et montrer de l'intérêt pour leurs besoins. Deuxième action que vous avez proposée. Écoutez activement les demandes des clients en reformulant leurs besoins pour s'assurer de bien les comprendre et en posant des questions ouvertes pour clarifier les attentes, ce qui permet de démontrer une attention particulière et de réduire les malentendus. Troisième action que vous avez proposée, proposer des solutions personnalisées en expliquant clairement les avantages des produits recommandés, tout en restant patient et courtois, même face aux clients exigeants. On passe maintenant à la phase 3, le débriefing. Débriefing qui porte sur la réalisation des prescriptions précédentes en séance ou en rendez-vous ultérieur. Ce débriefing, il est réalisé à partir de la méthode centrée sur les solutions et sur les compétences, méthode que l'on travaillera dans le cadre d'un autre séminaire, mais méthode qui consiste à se décentrer des difficultés d'application et de leurs raisons pour se recentrer sur ce qui est plus aidant malgré tout, afin de le pérenniser et de l'intensifier.